Ma vie, jusqu'à ce fameux mardi, était d'une banalité à pleurer. Je travaillais comme bibliothécaire dans une petite ville tranquille, où les événements les plus excitants étaient hâte l'arrivée du nouveau roman de l'auteur local ou le concours annuel de citrouilles géantes. Mes journées se déroulaient entre les rayonnages poussiéreux, le doux parfum des vieux livres et le murmure occasionnel des lecteurs. J'aimais mon travail, cette routine rassurante, ce sentiment d'être au cœur d'un univers de connaissances et d'histoire. Le soir, je rentrais dans mon petit appartement confortable. Je préparais un repas simple. Je lisais un peu et je me couchais tôt. Ma vie n'était pas palpitante, mais elle était paisible, prévisible, et cela me convenait parfaitement. Je n'avais jamais été du genre à rechercher l'aventure ou le sensationnel. J'appréciais la tranquillité, la stabilité, le confort de l'ordinaire. Pourtant, ce mardi-là, quelque chose a dérapé, une fissure imperceptible au début, qui s'est rapidement transformée en une béance insondable. Tout a commencé par un détail insignifiant, une petite chose que j'ai remarquée en ouvrant la bibliothèque le matin. La chaise sur laquelle je m'asseyais habituellement derrière le comptoir n'était pas à sa place habituelle. Elle était légèrement décalée, comme si quelqu'un l'avait déplacée et n'avait pas pris la peine de la remettre correctement. D'habitude, j'étais très méticuleuse sur l'ordre et le rangement. J'avais l'habitude de tout remettre en place avant de quitter mon poste la veille. J'étais certaine d'avoir replacé la chaise correctement. Alors, qui l'avait déplacée ? La femme de ménage ne venait que le mercredi. Mon collègue, Arthur, n'arrivait qu'une heure plus tard. J'étais la première arrivée ce matin-là. J'ai haussé les épaules, me disant que j'avais probablement mal vu la veille ou que le vent avait pu faire bouger la chaise à travers la fenêtre entr'ouverte. J'ai remis la chaise en place et j'ai commencé ma routine matinale. Ouvrir les fenêtres, allumer les ordinateurs, vérifier les retours de livres. Rien d'anormal. La journée a commencé comme toutes les autres. Les lecteurs sont arrivés, les questions ont fusé, les livres ont été empruntés et rendus. Arthur est arrivé à 9h, comme d'habitude, avec son sourire bon enfant et sa tasse de café fumante. Nous avons échangé quelques mots sur le temps qu'il faisait et sur le dernier match de football. Rien ne laissait présager l'étrangeté qui allait bientôt s'abattre sur ma vie. C'est vers midi, alors que la bibliothèque était un peu plus calme, que j'ai remarqué une autre chose étrange. Un livre était posé sur une étagère où il n'aurait pas dû être. C'était un vieux volume relié en cuir, un livre que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas répertorié dans notre catalogue et il ne portait aucune cote. Intrigué, je l'ai pris en main. La couverture était lisse et froide au toucher et le cuir sentait le vieux parchemin. Il n'y avait aucun titre, ni aucun auteur visible. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il était verrouillé par un petit fermoir en métal rouillé. J'ai examiné le livre sous toutes les coutures, essayant de trouver un indice sur son origine, mais il n'y avait rien. C'était comme s'il était apparu de nulle part. J'ai montré le livre à Arthur, qui a haussé les sourcils, aussi perplexe que moi. Il a feuilleté le registre des acquisitions récentes, mais le livre n'y figurait pas. Nous avons interrogé les lecteurs présents, mais personne ne semblait l'avoir déjà vu. Nous avons fini par le ranger dans mon bureau, en nous disant que nous essaierions de trouver plus d'informations plus tard. Mais une petite graine d'inquiétude avait été plantée dans mon esprit. 2 événements étranges, en une seule matinée. Cela commençait à faire beaucoup pour ma routine habituellement si stable. L'après-midi a été plus chargé, et j'ai fini par oublier le livre mystérieux dans le tourbillon des activités de la bibliothèque. C'est en fermant les portes le soir, alors que j'étais seul, que j'ai remarqué une 3e chose étrange. Sur mon bureau, à côté de l'ordinateur, il y avait une petite figurine en bois que je n'avais jamais vue auparavant. Elle représentait une sorte de créature fantastique, avec une tête d'oiseau, un corps de félin et des ailes de chauve-souris. Elle était finement sculptée,
avec des détails étonnants. J'ai pris la figurine en main. Elle était légère et lisse, et elle semblait étrangement familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part, sans pouvoir me souvenir où. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre d'où elle pouvait venir. Arthur n'avait pas de tels objets sur son bureau. Aucun des lecteurs que j'avais vus pendant la journée ne semblait posséder une figurine de ce genre. J'étais certaine de ne pas l'avoir apportée moi-même. Alors, comment était-elle arrivée là? Un frisson a parcouru mon échine. Ce n'était plus une simple coïncidence. Il se passait quelque chose d'étrange, quelque chose d'inexplicable. En rentrant chez moi, je n'arrêtais pas de penser à ces 3 événements étranges. La chaise déplacée, le livre mystérieux, la figurine fantastique. Individuellement, chacun de ces incidents pouvait avoir une explication rationnelle. Mais les 3, ensemble, cela commençait à former un motif troublant. J'ai essayé de me convaincre que c'était mon imagination, que j'étais fatigué ou stressé. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Le lendemain, en arrivant à la bibliothèque, j'ai immédiatement vérifié mon bureau. La figurine était toujours là. Le livre mystérieux était toujours dans le tiroir où je l'avais rangé. Et la chaise était bien à sa place, comme je l'avais laissée la veille. Rien d'autre ne semblait avoir bougé. J'ai passé la journée à l'affût du moindre signe étrange, mais rien d'anormal ne s'est produit. J'ai commencé à me demander si j'avais rêvé tout cela. Peut-être que mon imagination m'avait joué des tours. Le surlendemain, c'est Arthur qui a remarqué quelque chose d'étrange. Un petit origami en forme de cygne était posé sur son clavier. Il était fait d'un papier d'un bleu iridescent et il semblait avoir été plié avec une grande habileté. Arthur était aussi perplexe que moi. Il n'avait jamais vu cet origami auparavant et il était certain de ne pas l'avoir mis là. Nous avons regardé autour de nous, mais personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué. À partir de ce jour-là, les événements étranges se sont multipliés. Des objets apparaissaient et disparaissaient sans explication. Des livres étaient retrouvés à des endroits improbables. Des murmures semblaient provenir des rayonnages vides. Nous avons commencé à nous sentir mal à l'aise, comme si nous n'étions plus seuls dans la bibliothèque. Une atmosphère étrange, presque surnaturelle, s'était installée. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais je vous assure que tout ce que je raconte est la vérité. Et ce n'était que le début. L'atmosphère à la bibliothèque était devenue de plus en plus étrange, presque palpable. Arthur et moi échangions des regards inquiets, conscients que quelque chose d'inexplicable se produisait sous nos yeux. Les petits incidents isolés s'étaient transformés en une série d'événements troublants qui commençaient sérieusement à affecter notre tranquillité d'esprit. L'origami en forme de cygne avait été le premier d'une longue série d'apparitions inattendues. Des petites sculptures en argile représentant des animaux inconnus, des cailloux peints avec des symboles étranges, des plumes aux couleurs chatoyantes. Tous ces objets surgissaient de nulle part, comme déposés par une main invisible. Au début, nous avions essayé de trouver des explications rationnelles. Peut-être un lecteur farceur, un employé de la ville qui nous faisait une blague. Mais la fréquence et la nature de ces apparitions rendaient ces hypothèses de moins en moins crédibles. Les objets étaient souvent placés dans des endroits improbables, comme au sommet d'une étagère inaccessible sans échelle, ou à l'intérieur de livres fermés. De plus, aucun de nos collègues des autres services municipaux n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Le livre mystérieux était toujours enfermé dans mon bureau. J'avais essayé de forcer le fermoir, mais sans succès. Arthur avait suggéré de l'apporter à un antiquaire ou à un expert en livres anciens, mais une intuition étrange me retenait.
J'avais l'impression que ce livre était lié d'une manière ou d'une autre aux événements étranges qui se produisaient à la bibliothèque. Comme s'il était la clé d'un mystère que nous ne faisions que commencer à entrevoir. Les murmures que j'avais entendus au début étaient devenus plus fréquents et plus audibles. Parfois, ils semblaient me provenir des rayonnages vides. D'autres fois, ils étaient juste derrière nous, comme si quelqu'un chuchotait à nos oreilles. Nous n'arrivions jamais à distinguer de mots précis. C'était plutôt une sorte de bruissement indistinct, une mélodie sans parole qui mettait nos nerfs à rude épreuve. Un après-midi, alors qu'Arthur était parti déjeuner, j'ai entendu un bruit étrange provenant du sous-sol. La bibliothèque avait de vieilles archives entreposées là-bas, des documents rarement consultés. Normalement, le sous-sol était toujours fermé à clé, et nous n'y allions que très rarement. Le bruit que j'ai entendu ressemblait à un léger grattement, comme si quelque chose bougeait dans l'obscurité. J'ai hésité un instant, puis j'ai décidé de descendre vérifier. J'ai pris une lampe de poche et j'ai ouvert la porte du sous-sol. L'air était froid et humide, et une odeur de vieille poussière flottait dans l'atmosphère. J'ai éclairé la pièce avec ma lampe, mais je n'ai rien vu d'anormal. Les cartons d'archives étaient empilés le long des murs, recouverts de toiles d'araignée. Le bruit avait cessé. J'ai fait quelques pas dans la pièce, écoutant attentivement, mais tout était silencieux. J'ai fini par remonter, en me disant que j'avais probablement imaginé des choses. Mais une sensation de malaise persistait. Les lecteurs commençaient eux aussi à remarquer l'atmosphère étrange de la bibliothèque. Certains nous demandaient si nous avions des problèmes de chauffage ou de ventilation, car ils avaient l'impression qu'il y avait des courants d'air froid inexplicables. D'autres nous parlaient des murmures qu'ils avaient entendus, en plaisantant sur le fait que la bibliothèque était peut-être hantée. Nous essayons de les rassurer, en minimisant les événements, mais au fond de nous, nous savions que quelque chose d'anormal se passait. Un jour, une vieille dame, une habituée de la bibliothèque, m'a abordé avec un regard étrange. Elle tenait dans ses mains un des petits cailloux peints que nous avions trouvés. « Mademoiselle, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante, savez-vous ce que signifient ces symboles ?» J'ai examiné le caillou. Il était peint avec une série de lignes et de points qui ne me disaient rien. J'ai avoué à la vieille dame que je n'en avais aucune idée. Elle m'a regardé avec insistance et m'a dit « Faites attention, mademoiselle. Ces symboles, ils portent malheur. » Puis elle s'est éloignée, me laissant perplexe et un peu effrayé. Les jours suivants, j'ai commencé à faire des recherches sur les symboles peints sur les cailloux. J'ai consulté des livres sur la mythologie, le folklore, les religions anciennes. J'ai même fait des recherches en ligne. Mais je n'ai trouvé aucune correspondance, aucun symbole qui ressemblait à ceux que nous avions trouvés. Cela ne faisait qu'ajouter au mystère. Arthur et moi avons commencé à nous sentir de plus en plus anxieux. Nous avions l'impression d'être observés, suivis, par quelque chose que nous ne pouvions ni voir, ni comprendre. La bibliothèque, autrefois un lieu de paix et de tranquillité, était devenue un endroit étrange et menaçant. Nous avions peur de rester seuls, même pendant quelques minutes. Nous nous sentions comme les personnages d'un mauvais roman, pris au piège d'une histoire qui nous dépassait. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais croyez-moi, la tension montait de jour en jour et nous sentions que nous approchions d'un point de rupture. Le point de rupture n'a pas tardé à arriver. Un matin, en ouvrant la bibliothèque, nous avons découvert quelque chose de bien plus troublant que les petits objets étranges auxquels nous nous étions presque habitués. Sur le grand bureau d'accueil, au milieu des piles de livres à ranger, trônait une poupée. Mais pas une poupée ordinaire. Elle était faite de tissu grossier, avec des boutons cousus en guise d'yeux et une bouche cousue avec un fil rouge qui formait un sourire figé et sinistre.
Ses membres étaient raides et mal proportionnés, et elle dégageait une aura étrange, presque maléfique. Arthur et moi sommes restés figés sur le seuil de la porte, incapables de prononcer un mot. La poupée était là, au centre de la pièce, nous fixant de ses yeux de boutons noirs. Un silence pesant s'est installé, seulement brisé par le léger souffle du vent à travers les fenêtres. Finalement, Arthur a brisé le silence d'une voix tremblante. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis approché lentement de la poupée, le cœur battant la chamade. Elle était encore plus étrange de près. Le tissu était rugueux et décoloré, et les coutures étaient grossières et irrégulières. J'ai eu l'impression qu'elle avait été fabriquée à la main, avec une intention sinistre. J'ai hésité un instant, puis j'ai tendu la main pour la toucher. Au moment où mes doigts ont effleuré le tissu, j'ai ressenti une décharge électrique, une sensation de froid intense qui m'a parcouru tout le corps. J'ai retiré ma main brusquement, avec un cri de surprise. Arthur s'est précipité à mes côtés, son visage empreint d'inquiétude. « Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai secoué la tête, incapable d'expliquer ce que j'avais ressenti. La sensation de froid et de picotement persistait dans mes doigts. Nous avons regardé la poupée avec appréhension, conscients que nous avions franchi une nouvelle étape dans l'étrangeté de ces événements. Nous avons décidé d'appeler la police. Nous savions que cela pouvait paraître ridicule, mais nous ne savions plus quoi faire. Les petits objets étranges étaient une chose, mais cette poupée, elle dégageait une atmosphère tellement sinistre que nous ne pouvions plus l'ignorer. Les policiers sont arrivés quelques minutes plus tard. Ils ont examiné la poupée avec un air sceptique, mais ils ont pris notre témoignage au sérieux. Ils ont fait quelques recherches dans la bibliothèque, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'effraction, ni aucun indice qui pourrait expliquer l'apparition de la poupée. Ils ont emporté la poupée pour l'examiner plus attentivement, en nous promettant de nous tenir informés de leur découverte. Après le départ de la police, Arthur et moi sommes restés seuls dans la bibliothèque, le silence encore plus pesant qu'avant. Nous avions tous les deux l'impression que quelque chose de mauvais, de très mauvais, était en train de se produire. La poupée avait marqué un tournant. Les événements n'étaient plus seulement étranges, ils étaient devenus menaçants. Les jours suivants ont été terribles. L'atmosphère à la bibliothèque était devenue insupportable. Nous avions peur, constamment sur le qui-vive, à l'affût du moindre bruit suspect, de la moindre apparition étrange. Les lecteurs se faisaient de plus en plus rares, sentant sans doute l'ambiance pesante qui régnait dans les lieux. La bibliothèque, autrefois un refuge paisible, était devenue un endroit angoissant. La police nous a appelés quelques jours plus tard pour nous dire qu'ils n'avaient rien trouvé d'anormal sur la poupée. Pas d'empreinte, pas de traces d'ADN, rien qui puisse expliquer son origine. Ils ont suggéré que quelqu'un nous faisait une mauvaise blague. Mais nous savions que ce n'était pas une blague. L'atmosphère était trop lourde, les événements trop étranges pour être une simple farce. Un après-midi, alors que j'étais seul dans la bibliothèque, j'ai entendu un bruit fort provenant de mon bureau. J'ai accouru et j'ai trouvé la porte ouverte et le livre mystérieux posé sur mon bureau. Il était toujours fermé par son fermoir rouillé. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. La porte du bureau était fermée à clé habituellement. Comment le livre avait-il pu se retrouver là ? La peur m'a envahi. J'ai pris le livre et je l'ai serré contre moi, sentant une étrange connexion avec cet objet mystérieux. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai décidé de regarder le livre de plus près. J'ai essayé de nouveau de forcer le fermoir, mais sans succès. Puis, j'ai remarqué une petite inscription gravée sur le métal rouillé. C'était une série de symboles étranges, les mêmes que ceux qui étaient peints sur les cailloux que nous avions trouvés. J'ai senti un frisson parcourir mon échine. Tout était lié. Le livre, les objets, la poupée, tout faisait partie d'un même mystère.
Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais à cet instant précis, j'ai su que ma vie était sur le point de basculer dans quelque chose d'inimaginable. J'étais au bord d'une vérité choquante et je sentais que le point de rupture était imminent. Obsédé par les symboles gravés sur le fermoir du livre, j'ai passé la nuit à faire des recherches. J'ai consulté des ouvrages sur les langues anciennes, les alphabets oubliés, les systèmes d'écriture ésotériques. Les symboles me semblaient familiers, comme s'ils dormaient au fond de ma mémoire, attendant d'être réveillés. Au petit matin, après des heures de recherches infructueuses, j'ai finalement trouvé une correspondance. Les symboles appartenaient à une langue ancienne, rarement étudiée, associée à des cultes et des légendes obscures. Selon les textes que j'avais trouvés, ces symboles formaient une phrase, une invocation. Mais la traduction exacte restait un mystère. Malgré mon manque de certitude quant à la signification précise de la phrase, j'ai ressenti une intuition forte. Ces symboles étaient la clé du mystère qui hantait la bibliothèque. Le livre devait contenir des réponses, des explications à tous les événements étranges que nous avions vécus. La poupée, les objets, les murmures, tout était lié à ce livre. Le lendemain matin, je suis arrivé à la bibliothèque avec une détermination nouvelle. Je devais ouvrir ce livre, découvrir ce qu'il contenait. J'ai montré les symboles à Arthur, qui a été aussi intrigué que moi. Ensemble, nous avons continué nos recherches, essayant de trouver une traduction plus précise de la phrase. Nous avons contacté des linguistes, des experts en langues anciennes, en leur envoyant des photos des symboles. La plupart nous ont répondu qu'ils ne reconnaissaient pas cet alphabet ou qu'il était trop fragmentaire pour être déchiffré. C'est finalement une vieille professeure d'université à la retraite, spécialisée dans les langues mortes, qui nous a apporté une réponse. Elle a reconnu les symboles et nous a fourni une traduction partielle de la phrase « Le voile entre les mondes s'amincit, le passage s'ouvre ». Le reste de la phrase était illisible, car il manquait certains symboles. Mais ces quelques mots étaient insuffisants pour nous glacer le sang. Le voile entre les mondes. De quel monde parlait-on? Quel passage était en train de s'ouvrir? L'atmosphère à la bibliothèque est devenue encore plus pesante après cette découverte. Nous avions l'impression d'être au bord d'une révélation terrifiante. Les événements étranges se sont intensifiés. Les murmures étaient devenus plus forts, plus insistants, parfois même menaçants. Les objets apparaissaient et disparaissaient à une vitesse alarmante. Nous avions l'impression que quelque chose ou quelqu'un essayait de communiquer avec nous, d'attirer notre attention. La poupée était revenue. Elle était apparue sur mon bureau un matin, assise sur le livre mystérieux. Ses yeux de bouton noir semblaient me fixer avec une intensité glaçante. J'ai ressenti une peur panique en la voyant. J'ai eu l'impression qu'elle était vivante, qu'elle nous observait, qu'elle se moquait de notre impuissance. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais plus me contenter de subir ces événements étranges. Je devais prendre les choses en main, découvrir la vérité derrière tout cela. Je savais que le livre était la clé. Je devais l'ouvrir, coûte que coûte. J'ai essayé de nouveau de forcer le fermoir, en utilisant différents outils, mais rien n'y faisait. Le métal rouillé semblait indestructible. J'ai passé des heures à examiner le livre, cherchant un mécanisme caché, un moyen de l'ouvrir sans le détériorer. Finalement, j'ai remarqué une petite encoche sur le côté du fermoir. Elle était presque invisible, cachée par la rouille. J'ai eu l'intuition que c'était là qu'il fallait agir. J'ai cherché quelque chose de fin et de pointu dans mon bureau et j'ai trouvé une vieille épingle à cheveux. J'ai inséré délicatement la pointe de l'épingle dans l'encoche et j'ai exercé une légère pression. J'ai entendu un petit clic
et le fermoir s'est ouvert. Mon cœur battait la chamade. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert lentement le livre. Les pages étaient faites d'un papier jauni et fragile, couvertes d'une écriture fine et élégante, dans une langue que je ne reconnaissais pas. Il y avait aussi des illustrations étranges, des dessins complexes représentant des créatures fantastiques, des symboles inconnus, des scènes qui semblaient tirées de rêves ou de cauchemars. J'ai feuilleté les pages avec précaution, essayant de déchiffrer le sens de ce que je voyais. J'ai reconnu certains des symboles qui étaient gravés sur le fermoir et peints sur les cailloux. J'ai eu l'impression que le livre me parlait, qu'il me racontait une histoire ancienne et mystérieuse. Au milieu du livre, j'ai trouvé une double page avec une illustration particulièrement frappante. Elle représentait une sorte de portail, un vortex lumineux entouré de créatures sombres et difformes. Au centre du portail, une silhouette humaine semblait flotter, comme attirée vers un autre monde. En dessous de l'illustration, une phrase était écrite dans la même langue que le reste du livre, mais cette fois, elle était accompagnée d'une traduction en latin. Hic transit in mundos alios. Ici passe vers d'autres mondes. J'ai senti un vertige m'envahir. D'autres mondes? Un passage? Tout cela semblait tellement incroyable, tellement irréel. Pourtant, les événements étranges qui s'étaient beau produits à la bibliothèque depuis des semaines prenaient soudain un sens nouveau, terrifiant. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle. Mais à cet instant précis, j'ai compris que nous étions au bord d'une vérité choquante, une vérité qui allait changer ma perception de la réalité à jamais. Le voile entre les mondes s'amincissait. Le passage s'ouvrait. Et nous étions au centre de tout cela. La révélation contenue dans le livre a plongé Arthur et moi dans un état de choc et d'incrédulité. D'autres mondes? Des passages entre les dimensions? Tout cela dépassait l'entendement, relevait de la science-fiction la plus extravagante. Pourtant, les événements étranges que nous avions vécus à la bibliothèque depuis des semaines ne pouvaient plus être ignorés. Les petits objets, les murmures, la poupée, tout semblait converger vers cette explication incroyable. Nous avons passé des heures à examiner le livre, à essayer de déchiffrer les textes et les illustrations. La langue dans laquelle il était écrit était complexe et obscure, mais nous avons réussi à identifier quelques mots et quelques phrases grâce à la traduction latine. Le livre semblait raconter l'histoire d'un ancien gardien, chargé de protéger un portail entre notre monde et d'autres réalités. Il décrivait les créatures étranges qui tentaient de franchir ce portail, les rituels et les protections nécessaires pour le maintenir fermé. La poupée, nous l'avons compris, n'était pas un simple jouet. Elle était une sorte de talisman, un objet imprégné d'une énergie protectrice destiné à éloigner les forces obscures. Les petits objets que nous avions trouvés étaient peut-être des offrandes, des tentatives de communication de la part d'êtres venant d'ailleurs. Les murmures, peut-être étaient-ce des voix, des échos provenant d'autres dimensions. L'idée était tellement folle, tellement invraisemblable, que nous avions du mal à l'accepter. Pourtant, plus nous examinions le livre, plus les pièces du puzzle semblaient s'emboîter. Les événements étranges n'étaient plus des coïncidences isolées, mais les manifestations d'une réalité bien plus vaste et complexe que ce que nous avions jamais imaginé. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous étions confrontés à une vérité choquante, une vérité qui remettait en question toutes nos certitudes. La tension à la bibliothèque est devenue palpable. Nous avions l'impression d'être au centre d'un événement extraordinaire, potentiellement dangereux. Nous ne savions pas ce qui allait se passer. Quelles seraient les conséquences de l'ouverture du passage? La professeure qui avait traduit la phrase latine nous avait mis en garde.
Selon elle, les légendes associées à cette langue parlaient de créatures maléfiques, de forces obscures qui ne devaient en aucun cas pénétrer dans notre monde. Nous avons décidé de garder notre découverte secrète pour le moment. Nous ne savions pas à qui nous pouvions faire confiance. Si nous racontions cette histoire à quelqu'un, nous risquions d'être pris pour des fous. Nous avons convenu de continuer nos recherches, d'essayer de comprendre ce qui se passait et comment nous pouvions protéger la bibliothèque, et peut-être même notre monde, de ce qui pourrait arriver. Les jours suivants ont été une course contre la montre. Nous avons passé nos pauses et nos soirées à étudier le livre, à essayer de déchiffrer les textes restants, à comprendre les rituels et les protections mentionnées. Nous avons découvert des informations inquiétantes sur les créatures qui tentaient de franchir le portail. Elles étaient tôt décrites comme des êtres sombres et puissants, capables de semer le chaos et la destruction. Nous avons également trouvé des instructions sur la manière de refermer le passage, mais le rituel semblait complexe et nécessitait des objets spécifiques, dont certains nous étaient inconnus. Le temps semblait compter. L'atmosphère à la bibliothèque devenait de plus en plus étrange. Les murmures étaient devenus des chuchotements distincts, parfois même des grognements menaçants. Les objets bougeaient tout seuls. Des livres tombaient des étagères sans raison apparente. Nous avions l'impression que les forces obscures étaient de plus en plus présentes, de plus en plus proches. Un soir, alors que j'étais seul dans la bibliothèque pour faire des recherches, j'ai entendu un bruit étrange provenant du sous-sol. Cette fois, ce n'était pas un simple grattement. C'était un bruit sourd, régulier, comme si quelque chose de lourd cognait contre le sol. La peur m'a envahi. J'ai pris une lampe de poche et j'ai descendu les escaliers lentement, le cœur battant la chamade. En arrivant en bas, j'ai éclairé la pièce et j'ai vu quelque chose qui m'a pétrifié. Au milieu des cartons d'archives, une forme sombre et indistincte semblait se mouvoir. Elle était grande, difforme, et elle dégageait une aura de menace palpable. J'ai senti une présence maléfique, une force obscure que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai reculé lentement, terrifié, et je suis remonté en courant, refermant la porte du sous-sol derrière moi. J'ai appelé Arthur en panique et je lui ai raconté ce que j'avais vu. Il était aussi effrayé que moi. Nous avons compris que la situation était devenue critique. Le passage était en train de s'ouvrir et quelque chose était déjà passé dans notre monde. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous étions confrontés à une décision radicale. Nous devions agir, et vite, pour protéger notre monde de ce qui se cachait de l'autre côté. La vision de la forme sombre dans le sous-sol avait dissipé le dernier voile de doute. Ce que nous avions pris pour des événements étranges et isolés était en réalité l'avant-garde d'une invasion potentielle. Le livre était notre seul guide, notre seule chance de comprendre ce qui se passait et comment y remédier. Arthur et moi avons intensifié nos recherches, étudiant les pages du livre avec une frénésie désespérée. Les rituels de protection étaient complexes, nécessitant des incantations dans la langue ancienne et l'utilisation d'objets spécifiques. Certains de ces objets étaient mentionnés dans le livre, mais d'autres restaient un mystère. Nous avons découvert que le portail était lié à un alignement astral rare, qui devait culminer dans quelques jours. C'était notre fenêtre d'opportunité pour agir. Si nous ne parvenions pas à refermer le passage avant cet alignement, les conséquences pourraient être catastrophiques. Le livre décrivait des scénarios apocalyptiques, des invasions de créatures cauchemardesques, la destruction de notre monde tel que nous le connaissions. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais la lecture de ces passages glaçait notre sang et nous remplissait d'une urgence terrifiante. Nous avons décidé de confier notre découverte à quelqu'un. Nous avions besoin d'aide, de ressources, de connaissances que nous n'avions pas. Nous avons choisi de contacter un professeur d'université spécialisé dans le folklore et les légendes locales, le professeur Dubois. Il avait une réputation d'érudit excentrique,
ouvert aux théories les plus insolites. Nous espérions qu'il prendrait notre histoire au sérieux. Nous avons pris rendez-vous avec lui et nous lui avons raconté tout ce qui s'était passé, en lui montrant le livre et les traductions que nous avions obtenues. Au début, il nous a regardés avec un air sceptique, mais au fur et à mesure que nous lui montrions les preuves et que nous décrivions les événements étranges, son expression a changé. Il a pris le livre entre ses mains, l'a examiné attentivement, et ses yeux se sont illuminés d'une étrange lueur. Incroyable, absolument incroyable, a-t-il murmuré. Ce livre, il est authentique. Je reconnais cette langue, ces symboles. Le professeur Dubois nous a révélé qu'il avait déjà entendu parler de légendes locales faisant référence à un portail entre les mondes cachés dans la vieille bibliothèque. Selon ces légendes, la bibliothèque avait été construite sur un ancien site sacré, un lieu où le voile entre les dimensions était plus mince. Il nous a confirmé que les symboles étaient liés à un culte ancien et que la phrase que nous avions traduite faisait référence à l'ouverture de ce portail. Il nous a également mis en garde contre les dangers potentiels. Les créatures mentionnées dans le livre étaient réelles, selon lui, et elles ne devaient en aucun cas être autorisées à pénétrer dans notre monde. Il nous a proposé son aide pour déchiffrer le reste du livre et pour trouver les objets nécessaires au rituel de fermeture du portail. Avec l'aide du professeur Dubois, nous avons progressé rapidement dans notre compréhension du livre. Nous avons découvert que le rituel de fermeture nécessitait plusieurs objets anciens, dont un médaillon d'argent spécifique, une plume d'oiseau rare et une pierre runique particulière. Le livre indiquait où ces objets pouvaient être trouvés, mais les indications étaient vagues et énigmatiques. Nous avons commencé une course contre la montre pour retrouver ces objets. Le temps pressait, l'alignement astral approchait, et les manifestations étranges à la bibliothèque devenaient de plus en plus intenses. La forme sombre dans le sous-sol s'était montrée à plusieurs reprises, devenant de plus en plus visible, de plus en plus menaçante. Nous avions l'impression qu'elle essayait de forcer le passage, de se frayer un chemin vers notre monde. Un après-midi, alors que nous étions en train de chercher des indices dans le livre, la poupée est apparue devant nous, flottant dans les airs. Ses yeux de bouton noir se sont tournés vers nous, et un son étrange, un mélange de chuchotement et de grognement, a émané d'elle. J'ai senti une force invisible me pousser en arrière, et j'ai trébuché, tombant à la renverse. La poupée s'est approchée de moi, flottant toujours dans les airs, et j'ai vu ses yeux de bouton se transformer en 2 points lumineux, rouges. La peur m'a paralysé. J'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais à cet instant précis, j'ai été confronté à une manifestation surnaturelle terrifiante. La vérité choquante était là, devant moi, tangible et menaçante. La paralysie de la peur ne dura qu'un instant. L'instinct de survie reprit le dessus. Je me suis roulé sur le côté et j'ai rampé en arrière, m'éloignant le plus possible de la poupée flottante aux yeux rouges incandescents. Arthur, qui avait été aussi surpris que moi, a réagi rapidement. Il a attrapé un lourd chandelier en laiton sur le bureau et l'a brandi devant lui, comme une arme. « Recule !» a-t-il crié à la poupée, sa voix tremblante mais déterminée. La poupée a semblé hésiter un instant, ses yeux rouges fixés sur Arthur. Puis, elle a émis un nouveau son étrange et s'est élancée vers lui à une vitesse surprenante. Arthur a esquivé l'attaque de justesse et a frappé la poupée avec le chandelier. Le choc a produit un son mat et étrange, comme si la poupée était creuse. Elle est tombée au sol, inerte. Nous avons respiré un grand coup, le cœur battant la chamade. La confrontation avait été brève mais terrifiante. Nous avions été attaqués par un objet inanimé, animé par une force inconnue. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous avions vécu une expérience surnaturelle qui dépassait tout ce que nous pouvions imaginer.
Le professeur Dubois, que nous avions appelé en urgence, est arrivé quelques minutes plus tard, visiblement inquiet. Il a examiné la poupée avec attention. « C'est une manifestation ?» a-t-il murmuré, son visage pâle. Une manifestation de l'énergie qui traverse le portail. Elle essaie de nous intimider, de nous empêcher de le refermer. Il nous a expliqué que la poupée était probablement un réceptacle, un objet utilisé par les forces obscures pour se manifester dans notre monde. Il nous a conseillé de la détruire immédiatement en utilisant le rituel de purification décrit dans le livre. Nous avons suivi ces instructions à la lettre. Le rituel était complexe et nécessitait l'utilisation d'herbes spécifiques et d'une incantation dans la langue ancienne. Pendant que nous accomplissions le rituel, l'atmosphère dans la bibliothèque est devenue de plus en plus pesante. Des vents froids ont balayé la pièce, des ombres ont dansé sur les murs et les murmures sont devenus des cris stridents. Nous avions l'impression de lutter contre une force invisible et puissante. Finalement, lorsque nous avons prononcé les derniers mots de l'incantation, la poupée a pris feu, se consumant rapidement en une poignée de cendres noires. Au même instant, l'atmosphère dans la bibliothèque s'est apaisée. Les vents froids ont cessé, les ombres ont disparu et les cris se sont tus. Un silence lourd est retombé, mais cette fois, il n'était pas menaçant, plutôt libérateur. Nous avions remporté une première victoire, mais nous savions que la bataille n'était pas terminée. Le portail était toujours ouvert et l'alignement astral approchait. Nous devions trouver les objets nécessaires pour le rituel de fermeture avant qu'il ne soit trop tard. Le professeur Dubois nous a aidés à déchiffrer les indications concernant les objets manquants. Le médaillon d'argent, selon le livre, était caché dans les fondations de la bibliothèque. Nous avons passé des heures à chercher, explorant les recoins les plus sombres du sous-sol, jusqu'à ce qu'Arthur le trouve, enfoui sous une vieille pierre. La plume d'oiseau rare était censée se trouver dans le nid d'un hibou grand-duc qui nichait dans la forêt voisine. Nous avons fait une randonnée dans la forêt, guidés par les indications du livre, et nous avons finalement trouvé le nid, contenant une seule plume d'une couleur argentée irisée. La pierre runique, quant à elle, était cachée dans un ancien cimetière abandonné à quelques kilomètres de la ville. Nous nous y sommes rendus la nuit suivante, sous une pleine lune sinistre. Après avoir cherché parmi les tombes délabrées, j'ai trouvé la pierre, gravée de symboles étranges qui vibraient d'une énergie palpable. Nous avions enfin tous les objets nécessaires. Le professeur Dubois nous a expliqué le rituel de fermeture. Il était complexe et devait être effectué au moment précis de l'alignement astral dans la salle principale de la bibliothèque, là où nous supposions que le portail était le plus actif. Le jour de l'alignement astral est arrivé. L'atmosphère dans la bibliothèque était électrique. Nous sentions une présence invisible, une force puissante qui semblait attendre son heure. Nous avons préparé la salle principale en suivant les instructions du livre à la lettre. Nous avons placé les objets rituels sur un autel improvisé. Nous avons allumé des bougies faites d'une cire spéciale et nous avons récité les incantations dans la langue ancienne. Au moment précis de l'alignement, un vortex lumineux est apparu au centre de la salle. Il tournoyait et scintillait, projetant des ombres étranges sur les murs. Nous avons senti une force puissante nous attirer vers lui. Des créatures sombres et difformes ont commencé à émerger du vortex, leurs silhouettes cauchemardesques se matérialisant lentement. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous étions face à une vérité choquante, une confrontation avec des êtres venus d'un autre monde. Le climax de notre histoire était arrivé. Le vortex lumineux au centre de la salle pulsait d'une énergie étrange, attirant les regards comme un trou noir dans la réalité. Les créatures qui en émergeaient étaient cauchemardesques, des formes sombres et difformes, avec des membres allongés, des yeux brillants d'une lueur malveillante et des mâchoires hérissées de dents acérées. Elles semblaient flotter à quelques centimètres du sol, leurs mouvements lents et menaçants. Un silence de mort régnait dans la salle,
seulement brisée par le léger bourdonnement du vortex et les respirations haletantes d'Arthur, du professeur Dubois et moi-même. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous étions au seuil d'une invasion, face à des êtres qui semblaient tout droit sortis de nos pires cauchemars. Le professeur Dubois, malgré sa pâleur, a gardé son sang-froid. « C'est le moment !» a-t-il crié, sa voix résonnant dans le silence. « Le rituel de fermeture, vite !» Nous nous sommes précipités vers l'autel improvisé suivant les instructions du livre. J'ai pris le médaillon d'argent et je l'ai placé au centre de l'autel. Arthur a déposé la plume irisée à côté et le professeur Dubois a posé la pierre runique par-dessus. Ensemble, nous avons commencé à réciter l'incantation finale, nos voix tremblant légèrement sous l'effet de l'émotion et de la peur. Les mots de la langue ancienne résonnaient dans la salle, emplissant l'air d'une énergie étrange. Au fur et à mesure que nous prononcions l'incantation, les créatures sombres semblaient devenir plus agitées, leurs grognements se faisant plus forts et plus menaçants. Le vortex lumineux a commencé à vaciller, sa lumière devenant plus intense, puis diminuant progressivement. Nous avons continué à réciter l'incantation, nos voix s'unissant dans un effort désespéré pour refermer le passage. La tension dans la salle était palpable, comme si le sort du monde était suspendu à nos lèvres. Finalement, alors que nous prononcions le dernier mot de l'incantation, le vortex a disparu dans un éclair de lumière aveuglant. Un silence total a suivi, un silence de soulagement et d'épuisement. Nous sommes restés immobiles pendant quelques secondes, respirant bruyamment, essayant de reprendre nos esprits. Les créatures sombres avaient disparu avec le vortex. La menace immédiate semblait écartée. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle. Mais nous avions réussi. Nous avions refermé le portail entre les mondes. Le professeur Dubois s'est effondré sur une chaise, essuyant son front avec un mouchoir. Incroyable. Nous avons réussi, a-t-il murmuré, sa voix pleine d'une émotion palpable. Arthur et moi nous sommes regardés, un sourire incrédule sur les lèvres. Nous n'arrivions pas à croire ce qui venait de se passer. Nous avions été confrontés à une réalité inimaginable et nous en étions sortis indemnes. La confrontation avait été intense, effrayante, mais elle avait aussi révélé une force en nous que nous ne soupçonnions pas. Nous avions agi ensemble, unis par un objectif commun, et nous avions triomphé de l'impossible. Après quelques minutes de repos, nous avons commencé à examiner la salle. Il n'y avait aucune trace des créatures sombres. Le vortex avait disparu sans laisser de traces. L'autel improvisé était intact, les objets rituels reposant toujours dessus. L'atmosphère dans la bibliothèque était redevenue calme, paisible, comme si rien ne s'était passé. Nous avons rangé les objets rituels avec soin, conscients de leur importance. Le professeur Dubois nous a expliqué qu'il faudrait les conserver précieusement et les utiliser de nouveau si le portail venait à se rouvrir. Il nous a également conseillé de garder notre histoire secrète. Personne ne croirait ce qui s'était passé et nous risquerions d'être pris pour des fous. Nous avons convenu de ne rien dire à personne, de reprendre notre vie normale, comme si de rien n'était. Mais au fond de nous, nous savions que notre perception de la réalité avait changé à jamais. Nous avions vu l'invisible, nous avions touché l'inconnu, et nous savions que le monde était bien plus étrange et merveilleux que ce que nous avions jamais imaginé. Les jours suivants, la vie à la bibliothèque a repris son cours habituel, les lecteurs sont revenus, les livres ont été empruntés et rendus. Arthur et moi avons continué notre travail, mais avec un regard nouveau sur le monde qui nous entourait. Nous étions conscients des secrets qui pouvaient se cacher derrière le voile de la réalité, des passages qui pouvaient s'ouvrir à tout moment. De temps en temps, nous échangions un regard complice avec le professeur Dubois, un rappel silencieux de l'aventure incroyable que nous avions vécue ensemble. Nous savions que nous étions liés par un secret extraordinaire, une histoire que personne ne croirait jamais. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle,
mais elle l'est. Et elle nous avait changés à jamais. Le climax de notre histoire avait été atteint, mais les conséquences de cette confrontation allaient continuer à se faire sentir dans nos vies. Nous avions pris une décision radicale en choisissant de garder le secret, mais cette décision allait avoir un impact profond sur notre avenir. La décision de garder notre histoire secrète, bien que logique pour éviter le scepticisme et la ridicule, a créé un lien particulier entre Arthur, le professeur Dubois, et moi. Nous étions les seuls à connaître la vérité, les seuls à avoir été témoins de l'inimaginable. Ce secret partagé nous a rapprochés, transformant notre relation professionnelle en une amitié solide et basée sur une confiance mutuelle inébranlable. Nous nous réunissions régulièrement après la fermeture de la bibliothèque ou chez le professeur Dubois pour discuter des événements, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et ce que cela impliquait pour l'avenir. Le livre était devenu notre objet d'étude constant, nous essayant de déchiffrer les passages les plus obscurs, de comprendre les rituels et les prophéties qu'il contenait. Le professeur Dubois, dont la vie académique avait toujours été un peu terne, avait retrouvé une nouvelle passion, un enthousiasme juvénile. Il passait des heures à consulter d'anciens textes, à comparer les informations du livre avec les légendes et le folklore du monde entier. Il était convaincu que le portail de notre bibliothèque n'était pas un cas isolé, qu'il existait d'autres passages entre les mondes, cachés dans des lieux anciens et oubliés. Arthur, habituellement si pragmatique et terre-à-terre, avait été profondément marqué par notre expérience. Il était devenu plus contemplatif, plus ouvert aux possibilités que la science ne pouvait pas expliquer. Il passait son temps libre à lire des ouvrages sur la physique quantique, la cosmologie, les théories sur les univers parallèles. Il cherchait une explication scientifique à ce que nous avions vécu, une manière de concilier l'incroyable avec le monde rationnel qu'il connaissait. Quant à moi, cette expérience avait ébranlé mes convictions les plus profondes. Ma vision du monde, autrefois si stable et prévisible, avait été complètement bouleversée. J'avais vu de mes propres yeux que la réalité était bien plus complexe et mystérieuse que ce que j'avais jamais imaginé. J'avais l'impression d'avoir entrevu un coin d'un univers infini, rempli de possibilités et de dangers insoupçonnés. Malgré notre décision de garder le secret, il était parfois difficile de faire comme si de rien n'était. Les petits objets étranges continuaient d'apparaître de temps en temps à la bibliothèque, des rappels subtils de l'autre réalité qui existait au-delà du voile. Nous les collections avec soin, les étudiants avec le professeur Dubois, essayant de déchiffrer leur signification, leur origine. Nous avions également remarqué une présence plus marquée dans le sous-sol. La forme sombre ne s'était pas montrée de nouveau aussi clairement qu'avant, mais nous sentions parfois des courants d'air froid, des murmures indistincts, comme si quelque chose rôdait dans l'obscurité, attendant son heure. Nous avions renforcé les protections autour de la porte du sous-sol en suivant les indications du livre, mais nous savions que ce n'était qu'une mesure temporaire. Un soir, alors que nous étions réunis chez le professeur Dubois, il nous a montré une nouvelle traduction qu'il avait réussi à obtenir d'un passage particulièrement obscur du livre. Ce passage décrivait un rituel qui permettrait non seulement de refermer définitivement le portail, mais aussi de le sceller pour l'empêcher de se rouvrir. Cependant, ce rituel était extrêmement complexe et nécessitait un sacrifice important. Le livre ne précisait pas la nature de ce sacrifice, mais le ton du texte laissait entendre qu'il s'agissait de quelque chose de très précieux, peut-être même d'une vie. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais la lecture de ce passage nous a plongés dans un dilemme moral terrible. Étions-nous prêts à faire un tel sacrifice pour protéger notre monde ? Nous avons longuement débattu de cette question, pesant le pour et le contre. La perspective de refermer définitivement le portail était séduisante, car elle nous libérerait de la menace constante qui planait sur nous. Mais l'idée d'un sacrifice, surtout si cela impliquait de prendre une vie, était insupportable. Finalement, nous avons décidé de ne pas prendre de décision hâtive.
Nous devions en savoir plus sur ce rituel, sur la nature exacte du sacrifice requis. Nous avons continué nos recherches, espérant trouver une autre solution, une alternative qui ne nous obligerait pas à faire un choix aussi terrible. Les mois ont passé, et la tension n'a fait que croître. Nous vivions dans la peur constante que le portail ne se rouvre, que les créatures sombres ne reviennent. Chaque bruit étrange, chaque ombre suspecte nous mettait en alerte. Nous avions l'impression de vivre au bord du gouffre, conscients d'un danger invisible, mais omniprésent. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais cette menace était bien réelle pour nous et elle nous poussait lentement vers un point de rupture. Le point de rupture est arrivé lors d'une nuit d'orage particulièrement violente. La foudre s'abattait sur la ville avec fracas. Les éclairs illuminaient brièvement la bibliothèque plongée dans l'obscurité et le vent hurlait à travers les fenêtres mal jointes. Arthur et moi étions restés tard pour étudier le livre, espérant trouver de nouvelles informations sur le rituel de scellement du portail. Le professeur Dubois n'avait pas pu nous rejoindre ce soir-là, retenu par une forte fièvre. Soudain, alors que nous étions absorbés dans notre lecture, nous avons entendu un bruit terrible provenant du sous-sol. Un rugissement puissant, suivi d'un fracas de verre brisé. La peur nous a instantanément pétrifiés. Nous savions que quelque chose de grave venait de se produire. La forme sombre était de retour, et cette fois, elle semblait plus puissante que jamais. Sans échanger un mot, nous nous sommes levés et nous nous sommes dirigés vers la porte du sous-sol. Nous l'avons ouverte avec précaution et nous avons éclairé l'escalier avec nos lampes de poche. L'air était froid et chargé d'une odeur âcre, presque sulfureuse. En descendant les marches, nous avons entendu de nouveaux bruits, des grattements, des chocs, comme si quelque chose de grand et de lourd se déplaçait dans l'obscurité. En arrivant en bas, nous avons été confrontés à un spectacle terrifiant. La porte du fond du sous-sol, celle qui menait à une ancienne cave à charbon que nous n'avions jamais ouverte, avait été arrachée de ses gonds. Un trou béant s'ouvrait dans le mur et une lumière verdâtre et malsaine en émanait. Des ombres étranges dansaient autour de l'ouverture et le rugissement que nous avions entendu auparavant résonnait maintenant plus fort, plus proche. La forme sombre s'est avancée lentement hors du trou. Elle était encore plus grande et plus difforme que ce que nous avions imaginé. Sa peau semblait écailleuse et luisante, ses yeux brillaient d'une lueur rougeoyante et ses longues griffes acérées raclaient le sol en pierre. Elle dégageait une aura de puissance et de menace qui nous glaçait le sang. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous étions face à une créature d'un autre monde, une horreur sortie tout droit de nos pires cauchemars. Nous avons reculé instinctivement, terrifiés. La créature a émis un nouveau rugissement et elle s'est avancée vers nous, ses yeux fixés sur nous avec une intensité malveillante. Nous savions que nous étions en danger, que cette créature n'appartenait pas à notre monde et qu'elle était probablement venue pour semer le chaos et la destruction. Arthur a attrapé une pelle qui traînait dans le sous-sol et l'a brandie devant lui, essayant de se donner du courage. « On ne va pas la laisser faire », a-t-il crié, sa voix tremblante, mais déterminée. J'ai cherché autour de moi une arme quelconque et j'ai attrapé une vieille barre de fer rouillée. Nous étions terrifiés, mais nous savions que nous devions nous battre. La créature s'est jetée sur nous avec une rapidité surprenante. Arthur a réussi à la frapper avec la pelle, mais cela n'a eu aucun effet visible. La créature a riposté en lui donnant un coup de griffe qui lui a déchiré la manche de sa veste. J'ai essayé de la frapper avec la barre de fer, mais elle a esquivé mon attaque avec une agilité déconcertante. Nous étions dépassés. La créature était trop forte, trop rapide. Nous n'avions aucune chance dans un combat direct. Nous avons compris que nous devions utiliser notre intelligence pour la vaincre. J'ai crié à Arthur. « Le livre, il doit y avoir quelque chose dans le livre. » Nous avons réussi à nous dégager de la créature et nous avons remonté les escaliers en courant.
la créature à nos trousses. Nous nous sommes précipités dans la salle principale de la bibliothèque et nous avons attrapé le livre. Nous l'avons feuilleté frénétiquement, cherchant désespérément une solution, une faiblesse de la créature, un moyen de la renvoyer dans son monde. Finalement, nous avons trouvé un passage qui décrivait une ancienne incantation, un sort de bannissement qui pouvait renvoyer les créatures des autres mondes d'où elles venaient. Le rituel était complexe et nécessitait l'utilisation de certains objets, dont le médaillon d'argent, la plume et la pierre runique que nous avions déjà. Nous avons rassemblé les objets et nous avons commencé à réciter l'incantation, nos voix tremblant sous l'effet de la peur et de l'adrénaline. La créature est entrée dans la salle, ses yeux rouges fixés sur nous avec une rage terrible. Elle s'est jetée sur nous, mais nous avons continué à réciter l'incantation, nos voix s'unissant dans un effort désespéré. Au fur et à mesure que nous prononcions les mots du sort, une lumière blanche et intense a commencé à émaner des objets rituels. La créature a hurlé de douleur et elle a reculé, se cachant les yeux avec ses griffes. La lumière est devenue de plus en plus forte et la créature a commencé à se désintégrer, se transformant en une poussière noire qui s'est dissipée dans l'air. Lorsque la lumière a disparu, la créature n'était plus là. Le silence est retombé dans la salle, un silence de victoire et de soulagement. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous avions survécu à une confrontation avec une créature d'un autre monde. Nous avions atteint le climax de notre histoire et nous avions pris une décision radicale en choisissant de nous battre pour notre survie. Le silence qui a suivi la disparition de la créature était presque assourdissant. Arthur et moi nous sommes regardés, le souffle court, le cœur battant la chamade. Nous avions réussi. Nous avions affronté une horreur venue d'un autre monde et nous avions survécu. Mais la réalité de ce qui s'était passé commençait à peine à nous atteindre. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous avions été à 2 doigts de la mort, face à une créature cauchemardesque. Nous nous sommes effondrés sur le sol, épuisés et secoués. L'adrénaline commençait à redescendre, laissant place à une fatigue intense et à un sentiment de vulnérabilité. Nous avions eu peur, une peur viscérale qui nous avait paralysés pendant un instant. Mais nous avions trouvé la force de nous battre, de nous défendre, et nous avions triomphé. Après quelques minutes, nous nous sommes relevés, encore tremblants. Nous avons inspecté la salle, cherchant des traces de la créature, mais il n'y avait rien. Seulement une légère odeur de soufre qui flottait dans l'air. Le trou dans le mur du sous-sol était toujours là, béant et sombre. Nous savions que le portail n'était pas complètement fermé. Nous avons appelé le professeur Dubois et nous lui avons raconté ce qui s'était passé. Il était horrifié mais aussi soulagé que nous ayons survécu. Il nous a dit qu'il allait venir immédiatement. Lorsque le professeur Dubois est arrivé, il a examiné les lieux avec une attention particulière. Il a confirmé que le sort de bannissement avait fonctionné, mais que le portail était toujours partiellement ouvert. Il nous a expliqué que le rituel de scellement définitif était maintenant plus que jamais nécessaire. Nous avons passé le reste de la nuit à préparer le rituel. Le professeur Dubois nous a guidés, nous expliquant chaque étape, chaque incantation. Le rituel était complexe et demandait une concentration intense. Nous savions que nous n'avions pas le droit à l'erreur. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres de la bibliothèque, nous étions prêts. Nous nous sommes tenus en cercle autour du trou béant dans le mur du sous-sol, les objets rituels à portée de main. Le professeur Dubois a commencé à réciter l'incantation de scellement, sa voix grave et assurée résonnant dans le silence de la bibliothèque. Arthur et moi avons répété les mots après lui, nos voix s'unissant dans un effort commun. Au fur et à mesure que nous récitions l'incantation, une lumière dorée a commencé à émaner des objets rituels. Elle s'est intensifiée progressivement, enveloppant le trou dans le mur d'une aura chaleureuse et protectrice. Nous sentions une énergie puissante se libérer,
une force bienveillante qui semblait répondre à nos paroles. Le trou dans le mur a commencé à rétrécir lentement, la lumière verdâtre disparaissant progressivement. Les bruits étranges provenant du sous-sol se sont tus. L'atmosphère dans la bibliothèque est devenue plus légère, plus paisible. Finalement, alors que nous prononcions le dernier mot de l'incantation, le trou a complètement disparu, le mur redevenant lisse et uniforme comme avant. La lumière dorée s'est estompée, laissant place à un silence profond et serein. Nous avions réussi. Nous avions non seulement banni la créature, mais nous avions aussi scellé définitivement le portail entre les mondes. La menace était écartée, pour de bon cette fois. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais nous avions accompli quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui allait changer nos vies à jamais. Nous sommes restés un moment en silence, savourant notre victoire, réalisant l'ampleur de ce que nous avions fait. Nous avions sauvé notre monde d'une menace invisible, mais terrifiante. Nous avions pris une décision radicale en choisissant de nous battre, et cette décision avait porté ses fruits. Le professeur Dubois nous a regardés avec un sourire fatigué mais heureux. « C'est fini », a-t-il murmuré. « Vous avez fait un travail remarquable. Vous avez sauvé notre monde. » Arthur et moi nous sommes regardés, un sentiment de soulagement et de fierté nous envahissant. Nous avions traversé une épreuve incroyable et nous en étions sortis plus forts, plus unis. La confrontation avait été terrifiante, mais elle nous avait appris la valeur du courage, de la détermination et de la solidarité. Nous avions agi ensemble, et ensemble, nous avions triomphé de l'impossible. La vérité choquante avait été révélée, une confrontation avait éclaté, et une décision radicale avait tout changé. Nous nous étions libérés d'une menace invisible, et nous avions tiré une leçon inoubliable sur la nature de la réalité et sur la force de l'esprit humain. La fin de cette histoire laissait une forte impression émotionnelle, un mélange de soulagement, de fierté et d'une étrange mélancolie face à l'incroyable aventure que nous avions vécue. Le lendemain matin, la bibliothèque a rouvert ses portes comme si de rien n'était. Les lecteurs sont venus, ignorant tout de la nuit terrifiante que nous avions vécue. Arthur et moi nous sommes efforcés d'agir normalement, de sourire aux habitués, de ranger les livres. Mais au fond de nous, tout avait changé. Nous portions le poids d'un secret incroyable, la conscience d'avoir frôlé une catastrophe inimaginable. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais pour nous, elle était devenue notre nouvelle normalité. Le professeur Dubois nous avait conseillé de ne rien changer à nos habitudes, de ne pas éveiller les soupçons. Il avait emporté le livre ancien, promettant de le conserver en lieu sûr et de continuer ses recherches sur les autres passages potentiels entre les mondes. Nous savions que notre aventure n'était peut-être pas terminée, mais pour l'instant, le calme était revenu. Les jours suivants, nous avons vécu dans une sorte d'étrange quiétude. La bibliothèque avait retrouvé son atmosphère paisible. Le soleil filtrait à travers les vitres. Les lecteurs murmuraient en feuilletant les pages. Mais chaque bruit, chaque ombre nous rappelait la menace invisible qui avait plané sur nous. Nous nous parlions souvent avec Arthur, partageant nos impressions, nos peurs, nos réflexions. Nous avions tous les deux du mal à réaliser ce qui s'était passé. Avions-nous vraiment affronté une créature d'un autre monde? Avions-nous vraiment scellé un portail entre les dimensions? Parfois, nous doutions de notre propre santé mentale. Nous nous demandions si tout cela n'avait pas été un rêve étrange et intense. Pourtant, les souvenirs étaient trop vifs, les sensations trop réelles pour être ignorées. L'odeur de soufre dans le sous-sol avait persisté pendant plusieurs jours. La porte arrachée de la cave à charbon était toujours là, un rappel tangible de la nuit d'orage. Nous avions pris une décision radicale en gardant le secret, mais nous nous demandions parfois si c'était la bonne chose à faire. Ne devions-nous pas alerter les autorités, raconter notre histoire au monde entier? Mais qui nous croirait? Nous serions pris pour des illuminés, des affabulateurs.
Notre histoire était tellement incroyable qu'elle défiait toute logique, toute raison. Le professeur Dubois nous avait expliqué que ces passages entre les mondes étaient connus de quelques initiés depuis des siècles, mais qu'ils étaient à garder secrets pour éviter la panique et le chaos. Il nous avait dit que nous faisions désormais partie de ce cercle restreint de personnes conscientes de la vérité. Cette pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Nous étions les gardiens d'un secret qui pourrait changer la face du monde, mais nous étions aussi seuls face à cette responsabilité immense. Au fil des semaines, nous avons appris à vivre avec ce secret. Nous avons repris le cours de nos vies, en apparence normale, mais avec une conscience accrue de la fragilité de notre réalité. Nous étions devenus plus attentifs aux détails, plus sensibles aux anomalies, plus ouverts à l'inexpliqué. Un soir, alors que je rentrais chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans mon appartement. Une petite figurine en bois, représentant une créature que je n'avais jamais vue auparavant, était posée sur ma table de chevet. Mon cœur a fait un bond. La menace était-elle de retour? Le portail s'était-il rouvert? J'ai examiné la figurine attentivement. Elle était différente de celle que nous avions trouvée à la bibliothèque. Elle était plus petite, plus finement sculptée, et elle dégageait une aura moins menaçante. J'ai eu l'impression qu'elle était plutôt une sorte d'avertissement, un rappel que nous devions rester vigilants. J'ai appelé Arthur et le professeur Dubois, et nous avons étudié la figurine ensemble. Nous n'avons pas réussi à identifier la créature qu'elle représentait, mais nous avons convenu qu'il s'agissait probablement d'un autre être venu d'ailleurs. Cet incident nous a rappelé que notre victoire n'était peut-être que temporaire. Le voile entre les mondes était mince, et d'autres passages pouvaient s'ouvrir à tout moment, en d'autres lieux. Nous devions rester prêts à affronter de nouvelles menaces, à protéger notre monde de l'inconnu. Nous avons décidé de continuer nos recherches, d'étudier le livre plus en profondeur, de nous préparer à d'éventuelles nouvelles confrontations. Nous savions que notre vie ne serait plus jamais la même. Nous avions été confrontés à une vérité choquante et nous avions pris une décision radicale en choisissant de garder le secret. Mais cette décision nous avait aussi liés à un destin extraordinaire, un destin que nous étions prêts à assumer ensemble. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais elle était devenue notre réalité et nous allions devoir vivre avec. Les mois se sont transformés en années et la bibliothèque est restée un lieu paisible en apparence. Arthur et moi avons continué notre travail, nos vies ont suivi leur cours. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, j'ai commencé une relation amoureuse stable. Arthur a trouvé l'amour et s'est marié. Le professeur Dubois a pris sa retraite, mais il restait un ami proche, avec qui nous déjeunions régulièrement. Le secret que nous partagions était toujours présent, un fil invisible qui nous reliait. De temps en temps, un petit objet étrange apparaissait à la bibliothèque ou chez l'un de nous, un rappel discret de l'autre réalité qui existait en marge de la nôtre. Nous les étudions avec le professeur Dubois, sans jamais trouver d'explication définitive, mais en gardant toujours une vigilance accrue. Nous n'avons jamais parlé de notre aventure à personne d'autre. Nous savions que personne ne nous croirait, et nous ne voulions pas être pris pour des fous. Notre histoire était tellement incroyable qu'elle défiait toute logique, toute raison. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, et c'est pourquoi nous l'avons gardée pour nous. Un jour, alors que j'étais en vacances à l'étranger, j'ai visité un vieux temple dans une région reculée. En examinant les sculptures murales, j'ai reconnu certains des symboles que nous avions vus dans le livre ancien. J'ai pris des photos et je les ai montrées au professeur Dubois à mon retour. Il a été très intéressé par ma découverte. Il a fait des recherches et il a découvert que ces symboles étaient présents dans différentes cultures anciennes à travers le monde, souvent associés à des légendes de portails vers d'autres dimensions. Cette découverte a renforcé notre conviction que notre expérience n'était pas un cas isolé,
qu'il existait d'autres passages entre les mondes, cachés dans des lieux sacrés ou oubliés. Nous avons décidé de consacrer une partie de notre temps libre à la recherche de ces autres portails, dans l'espoir de mieux comprendre leur nature et de trouver des moyens de les protéger. Nos recherches nous ont menés à des endroits fascinants, des ruines antiques perdues dans la jungle, des montagnes isolées, des grottes profondes. Nous avons rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des expériences étranges, des phénomènes inexpliqués. Nous avons commencé à nous rendre compte que le monde était bien plus mystérieux que ce que nous avions jamais imaginé. Au fil des ans, nous sommes devenus une sorte de société secrète, un petit groupe de personnes conscientes de l'existence de ces autres réalités. Nous partagions nos découvertes, nos théories, nos peurs. Nous savions que nous devions rester vigilants, car la menace n'avait peut-être pas complètement disparu. Un jour, le professeur Dubois nous a appelés, très excités. Il avait trouvé un nouveau passage dans le livre ancien, un passage qui décrivait un rituel permettant de voyager volontairement à travers le portail. Ce rituel était extrêmement dangereux et ne devait être tenté qu'en cas d'extrême nécessité. Nous avons longuement débattu de cette découverte. L'idée de pouvoir voyager vers d'autres mondes était fascinante, mais elle était aussi terrifiante. Nous ne savions pas ce qui nous attendrait de l'autre côté. Les créatures que nous avions affrontées n'étaient peut-être qu'une infime partie de ce qui existait dans ces autres réalités. Finalement, nous avons décidé de ne pas tenter le rituel pour le moment. Nous préférions rester dans notre monde, le protéger des menaces extérieures. Mais nous savions que cette option existait, au cas où nous n'aurions pas d'autre choix. Les années ont continué à s'écouler. Arthur et moi avons pris notre retraite de la bibliothèque. Le professeur Dubois nous a quittés paisiblement dans son sommeil, emportant avec lui une partie de notre secret. Aujourd'hui, Arthur et moi sommes de vieux amis, liés par une aventure incroyable que personne ne croirait jamais. Nous nous revoyons souvent, nous nous souvenons de cette nuit d'orage, de la créature terrifiante, du vortex lumineux. Ces souvenirs sont gravés à jamais dans nos mémoires. De temps en temps, un petit objet étrange apparaît encore, comme un clin d'œil de l'autre côté du voile. Nous les regardons avec un sourire mélancolique, conscients de la vérité incroyable que nous connaissons. Tu ne croiras jamais que cette histoire est réelle, mais elle l'est. Et elle nous a appris que le monde est bien plus vaste et mystérieux que ce que nous pouvons imaginer. La vérité choquante a été révélée, une confrontation a éclaté, une décision radicale a tout changé. Nous nous sommes libérés d'une menace invisible et nous avons tiré une leçon inoubliable sur la nature de la réalité. La fin de cette histoire laisse une forte impression émotionnelle, un mélange de surprise, d'émerveillement et d'une pointe de nostalgie pour l'aventure extraordinaire que nous avons vécue. Et même si personne ne nous croira jamais, nous savons, Arthur et moi, que cette histoire est bien réelle.